Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Une bouffée d'optimisme des Israéliens et des Palestiniens côte à côte à Genève pour relancer l'initiative pour la paix, un plan très précis salué par Jacques Chirac et Colin Powell. Mais peut-il être autre chose qu'un vœu pieux? Reportage et analyse de Charles Anderlin. En France, alerte météo maintenue sur 11 départements du Sud. La prudence est recommandée, non pas en raison de l'intensité des précipitations, mais de leur durée. Il devrait pleuvoir jusqu'à jeudi matin. Grippe, gastro, bronchiolite, les urgences des hôpitaux restent très chargées en ce début de semaine. Sur fond de polémique, les médecins généralistes refusent d'être désignés comme responsables. Une loi sur un service minimum dans les transports au printemps prochain, c'est Jacques Barrot qui l'affirme. Un débat brûlant, réaction et reportage en Italie, souvent cité en exemple. Des procès en visioconférence par écran interposé, c'est peut-être le tribunal du futur. Il a été présenté à Caen aujourd'hui en présence du garde des Sceaux Dominique Perben. Enfin, la truffe, toujours plus chère, jusqu'à 1 000 € aujourd'hui en Dordogne et dans le Vaucluse. Explication, la sécheresse qui a fait fondre les récoltes. On commence donc avec cette petite lumière allumée aujourd'hui dans le ciel sombre du Proche-Orient. Deux anciens ministres, israéliens, palestiniens, qui proposent un plan de paix. L'initiative fait boule de neige autour d'eux des prix Nobel et des anciens chefs d'État. À Genève, on veut y croire. Sur place, Anne Poncine et Philippe Jasselin. Ovation cet après-midi à Genève pour Yossi Beilin, l'Israélien ici à gauche, et Yasser Abed-Rabo, le Palestinien. Il y a plus de 2 ans, tous les deux, en secret, ont commencé à négocier un modèle de plan de paix entre leurs deux peuples. Des centaines d'heures de discussion, d'abord seuls, puis entourés par des collaborateurs, cartes à la main, ils ont rédigé un plan de 50 pages. Un texte présenté officiellement cet après-midi à Genève. Les bonnes fées de la paix mondiale sont venues se pencher sur le berceau, Jimmy Carter, Lech Walesa ou Nelson Mandela par vidéo interposée. Palestiniens et Israéliens sont venus en nombre, mais problème, aucun officiel parmi eux. Car les négociateurs n'avaient aucun mandat gouvernemental pour conclure ce plan de paix. Il n'a donc qu'une valeur symbolique. Si ce n'est pas officiel, c'est à cause des gouvernements qui ne négocient pas. Dès qu'ils négocieront, on leur laissera la place, on ira s'asseoir et on applaudira. On est condamné à lancer une campagne des deux côtés, israéliens et palestiniens, pour convaincre les opinions publiques de forcer leurs leaders à négocier. Le plan de l'initiative de Genève prévoit la création de 2 États souverains, avec de part et d'autre des concessions majeures. Les Palestiniens renoncent de fait au droit au retour de leurs réfugiés. Les Israéliens, eux, renoncent à une grande partie de leurs colonies, ici en bleu. Quant à Jérusalem, la souveraineté sur la vieille ville est partagée avec un contrôle international. Des personnalités françaises sont venues aujourd'hui à Genève soutenir ce projet. Des gens crédibles, sont des patriotes, comme a dit Patrick tout à l'heure, et c'est très important. Ce ne sont pas des marginaux, ce ne sont pas des pacifistes depuis 50 ans, ce sont des gens qui veulent que ça se termine. Après cette cérémonie inaugurale, l'objectif des 2 auteurs de l'initiative de Genève sera d'obtenir le maximum d'appuis internationaux, notamment à Washington, au plus haut niveau possible. Oui, Jacques Chirac salue, je cite, une initiative majeure pour la paix et Colin Powell, le chef de la diplomatie américaine, a adressé une lettre d'encouragement aux auteurs du plan. Avec nous en direct, Charles Anderlin. Bonsoir Charles, vous êtes notre correspondant à Jérusalem, mais vous êtes à Paris en ce moment. Ce plan peut-il enclencher une dynamique? En tout cas, il faut l'espérer. Le fait est que Yossi Beilin et Yasser Abed-Rabo espèrent d'abord persuader leurs opinions publiques respectives qu'il y a matière à discussion, qu'il y a un interlocuteur chez les Israéliens, chez les Palestiniens. Tous deux espèrent également que la gauche israélienne, le camp de la paix, qui a été la locomotive de tous les processus de négociation jusqu'à présent, que cette gauche pourra s'unifier autour de leur initiative. Mais c'est pas tout. Demain, Yossi Beilin et Yasser Abed-Rabo partent pour Washington, où les attendent et Colin Powell et Condoleezza Rice, la conseillère du président Bush. C'est très important. Est-ce que l'administration Bush va utiliser ce plan de paix, cette initiative, comme référence? C'est ce que craint Ariel Sharon à Jérusalem. Aujourd'hui, son porte-parole a condamné l'initiative de Genève. Il a dit que cette cérémonie à Genève est en quelque sorte un veau d'or suisse. Et puis, si ce plan devait être appliqué, ce serait une catastrophe pour Israël. Est-ce que cela va pousser le gouvernement Sharon à tenter également de relancer la fameuse feuille de route
pour la paix. Il faudra le voir dans les jours qui viennent. Merci Charles. En attendant, on parle de paix à Genève, mais la guerre continue en Cisjordanie. 4 Palestiniens, dont un enfant, ont été tués par l'armée israélienne lors de cette opération militaire menée à Ramallah. Incursion qui visait, selon l'État hébreu, à prévenir de nouvelles attaques terroristes. Une trentaine de personnes ont par ailleurs été arrêtées. À l'étranger, toujours cette nouvelle poussée de fièvre qui montre que la paix française reste très précaire en Côte d'Ivoire. Hier, un groupe de soldats et d'officiers avait pris possession brièvement des plateaux de télévision à Abidjan. Aujourd'hui, c'est une base de l'armée française qui a été la cible d'une manifestation assez violente. Sur place, Éric Monnier, Bruno Giraudon, Sylvain Barral. Le face-à-face dure depuis le milieu de la matinée. Ponctué côté manifestants par de brèves salves de pierre, auxquelles répondent les tirs de gaz lacrymogène des gendarmes mobiles français. Ce que réclament ces quelques centaines de jeunes, le départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire, le démantèlement de cette force licorne qui, au centre du pays, s'interpose entre armée gouvernementale et rébellion, empêchant la reprise des combats, empêchant, selon ces manifestants, la reconquête du pays. Ce n'est pas autre chose qu'exigeaient hier soir ces soldats ivoiriens soudainement apparus à la télévision nationale, donnant 48 heures à leur chef pour démissionner et aux soldats français pour partir. Sur le terrain, le président Laurent Gbagbo a tenté de raisonner ses militaires. Aujourd'hui, des civils qui se réclament de lui prennent le relais. Bien que d'une ampleur limitée, cette nouvelle poussée de fièvre anti-française tombe au plus mauvais moment. 4 jours après un discours du président Gbagbo qui réchauffait ses relations avec la France et 2 semaines avant un voyage officiel à Paris qui doit sceller les retrouvailles. Paris qui estime ce soir que ces incidents risquent de remettre en cause la réconciliation nationale à l'œuvre depuis quelques mois en Côte d'Ivoire. L'Irak maintenant, c'est bien l'accrochage le plus sanglant depuis la fin de la guerre qui a eu lieu hier à Samarra, près de Bagdad. 54 morts, dont 46 rebelles en armes, selon l'armée américaine. La presse a pu pénétrer dans la ville aujourd'hui et vous allez le voir, certains quartiers sont totalement dévastés. Envoyés spéciaux Yasmina Farber, Didier Dahan. Comme si la guerre n'était pas terminée. Les forces américaines ont criblé de balles cet hôtel de Samarra où se cachaient des fédayines. Une riposte, selon l'armée, à une embuscade qui visait des convois venus déposer de l'argent dans une banque. Très vite, des chars se sont retrouvés piégés dans le centre. La suite, c'est une bataille rangée, ou plutôt très désordonnée, dans cette rue commerçante bondée. Ils ont tiré n'importe où, n'importe comment. Devant l'hôpital, des carcasses de voitures, à l'intérieur, des victimes. Venez voir ceux qui ont été blessés par les balles de nos ennemis. Beaucoup de civils, comme Ali, 10 ans. Il allait à la mosquée avec sa famille, lui est blessé à la jambe, son père est mort. La direction de l'hôpital a recensé 7 morts et 54 blessés, un énorme décalage avec les chiffres de l'armée américaine qui parle de 54 résistants tués. Ce sont les rapports de nos soldats sur le terrain, ils sont très détaillés et crédibles. Pourquoi les militaires ont-ils aussi tiré sur cette mosquée? Difficile de savoir s'ils étaient vraiment menacés à cet endroit ou si tout est dû à une panique générale. Les habitants de Samarra parlent de provocation, les Américains d'autodéfense, face à des fédayines très bien implantées dans cette ville sainte. Samarra a retrouvé son calme après ce vent de panique. Les Américains sont rentrés dans leur camp, les hommes en armes chez eux. Mais dans cette ville qui affiche clairement son soutien à Saddam Hussein, tout le monde prédit une riposte violente des Irakiens. Mais ce soir, l'armée américaine promet, je cite, de continuer à rendre coup pour coup aux attaques de la guérilla. Cette intervention est-elle en train de tourner au fiasco? C'est le thème de Mots croisés ce soir avec notamment l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright. Mots croisés avec Arlette Chabot à partir de 22h35. En France, d'abord, un appel à la prudence, appel lancé par Météo France, dont l'avis d'alerte est maintenu et élargi à 11 départements du Sud-Est jusqu'à jeudi matin. C'est le 3e avis d'alerte en un mois. Ce n'est pas l'intensité des précipitations qui est en cause cette fois, mais leur durée. Florence Bouquilla, Hélène Vergne. Un vent de sud qui souffle à plus de 100 km/h sur certains départements du sud de la France, combiné à des pluies très intenses et ininterrompues depuis ce week-end. Cette situation ne se produit qu'une à 2 fois par an. C'est ce qui a poussé Météo France à lancer un bulletin d'alerte de niveau orange dans 11 départements, invitant à la plus grande prudence sur les routes et dans toutes les zones inondables. Dans les Alpes-Maritimes, on s'inquiète également des ravages causés par les incendies de l'été dernier, car ils pourraient favoriser les inondations.
Lorsqu'un endroit a brûlé en fait, la terre est mise à nu, le soleil a séché cette terre, ce qui fait que la pluie, au lieu de pénétrer dans la terre, eh bien, tout simplement ravine. Donc elle entraîne tout ce qui est petits gravats, terre, sable. Depuis 19 h, certains quartiers de Marseille baignent dans plus d'1 mètre d'eau. Les pompiers ont dû intervenir des dizaines de fois, mais aucune victime n'est à déplorer. Une maison s'est toutefois effondrée et de nombreuses caves sont inondées. Les habitants de 11 départements sont donc appelés à la plus grande vigilance. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Lozère, du Vaucluse, de l'Ardèche, de la Drôme, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Voilà, soyez donc très prudents. Et du mauvais temps, on passe aux épidémies, grippe, bronchiolite, gastro-entérite, avec cette controverse, encore une, sur la réponse du système de soins. Premier point, pourquoi les urgences des hôpitaux sont-elles engorgées alors que la plupart des cas pourraient être traités ailleurs? Sans doute par manque d'informations, mais surtout par souci d'économie. À l'hôpital Robert Debré à Paris, où il y avait encore beaucoup de monde aujourd'hui, Florence Mavic, Rémi Poissonnier. Là, il fait une bronchiolite carabinée. C'est la troisième, c'est vrai qu'il va faire de l'asthme. 7 heures d'attente avant de rencontrer le médecin. Nous sommes lundi, il est midi, aux urgences pédiatriques de l'hôpital. Je me rassure en venant ici. Et en même temps, je suis sûre d'avoir un diagnostic. Même si j'attends longtemps, je sais que je vais avoir un diagnostic qui est fiable. 3 chaises plus loin, cette maman guette une infirmière. Son garçon est brûlant de fièvre. Vous avez plus confiance en l'hôpital qu'en un médecin de garde? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Parce que bon, on se dit souvent s'il y a quelque chose, bon, on est là, on est déjà on se trouve dans un hôpital, alors que bon, le médecin il passe, il fait juste une visite et puis il s'en va. Parmi ses parents, une minorité est envoyée aux urgences par un médecin de ville. Les 3/4 arrivent d'eux-mêmes en catastrophe. Parfois pour un cas grave, souvent pour une simple rhinopharyngite. Il ne faut pas prendre la décision, par exemple, vous-même, de venir, dès que l'enfant commence à avoir une petite fièvre, dès qu'il commence à faire une selle liquide, de partir directement aux urgences. Docteur, est-ce que vous avez souvent à donner ce genre de conseils? Tout à fait. On le répète, moi ça fait 10 ans que je suis là, et on le répète tous les jours. Mais le message passe très très mal, on ne sait pas pourquoi. 70% des familles qui viennent consulter sont d'origine étrangère. L'hôpital, c'est comme le dispensaire dans son pays. On vient y chercher conseil et réconfort. Madame, vous venez aux urgences parce que vous êtes inquiète pour votre enfant? Oui, parce que j'ai fait toutes les urgences de Paris, mais ça n'aboutit à rien du tout, je ne comprends pas. Il y a un médecin qui va aller te dire, qui te prescrit des médicaments, tu suis tes règlements, tu donnes les médicaments aux enfants, les médicaments ne font rien aux enfants. Est-ce que vous avez un médecin de famille? Non, je n'ai pas de médecin de famille. Notre population est majoritairement migrante, socio-économiquement défavorisée, avec des difficultés linguistiques. 30% s'expriment très mal en français. Très souvent, pour aller voir un médecin libéral, il faut passer par un secrétariat téléphonique, il faut avoir un rendez-vous. Ici, pas de rendez-vous. Et même quand le personnel soignant court dans tous les sens, on trouve toujours un moment pour les câlins. Et la controverse elle-même maintenant, si les malades se précipitent à l'hôpital, c'est aussi parce qu'ils ont du mal à trouver des médecins la nuit ou le week-end. C'est en tout cas en substance ce qu'a déclaré le ministre de la Santé hier, Jean-François Mattei, qui, devant la bronca des généralistes, a nuancé un peu ses propos. On l'écoute, c'était au Sénat tout à l'heure. Je n'ai pas voulu dire, contrairement à ce que dit la presse aujourd'hui, que les médecins de ville s'étaient désengagés. Je dis simplement que nous avons à leur fournir un outil plus cohérent, de façon à ce que la ville et l'hôpital soient complémentaires. Il faut de la pédagogie et puis il faut retrouver des habitudes qui se sont perdues. Alors, y a-t-il, oui ou non, insuffisance des systèmes de garde des médecins généralistes? En tout cas, ils s'en défendent. Reportage Frédéric Monteil, Frédéric Delarue. Nous sommes dimanche. Que faire pour calmer Thomas, 7 mois, qui a de la fièvre depuis plusieurs jours? Appeler un médecin, bien sûr, mais encore faut-il le trouver. Surtout quand la grippe, la bronchiolite et la gastro-entérite ont choisi de frapper en même temps le week-end. On sait qu'il y avait une possibilité d'avoir des médecins par le 15. On nous a demandé d'attendre 3 heures parce que c'était hyper saturé et tout le monde, paraît-il, appelait. Le standard était complètement explosé. Le samedi ou le dimanche, il n'y avait personne. Pas de médecin. Vous n'avez pas où trouver un médecin de garde? Exactement. En province, on connaît la procédure. À Paris, même le commissariat, pour savoir où sont les pharmacies de garde, c'est pas évident. En province, en général, la liste des médecins de garde est affichée en pharmacie. Mais à Paris, pour être sûr d'avoir quelqu'un le week-end, mieux vaut contacter directement SOS Médecins ou des groupements comme Urgence Médicale de Paris ou encore Garde Médicale de Paris. Est-ce que tu as la température? Je sais pas.
Chaud, froid, frisson. Max Budowski, lui, n'accepte plus les gardes de nuit et le dimanche, car il a été agressé à 2 reprises. De plus, il estime travailler déjà suffisamment en semaine. On travaille en moyenne 12 à 13 heures par jour, sur 5 ou 6 jours. Ça fait quand même, pour certains, 78 heures par semaine. On est loin des 35 heures. Selon une association lyonnaise, il y avait 3000 médecins de garde ce week-end en France. Pourtant, de nombreuses familles ont préféré se rendre à l'hôpital. Pour une grippe, un dimanche en journée, à l'hôpital, c'est 40 €. Les médecins généralistes demandent en moyenne 50 €. Quant aux spécialistes, comme les pédiatres, leurs interventions peuvent grimper jusqu'à 80 €. Avantage de l'hôpital, avec la carte vitale, on ne paye que le ticket modérateur, soit 7 €. Actualité sociale avec cette grève d'un nouveau genre, celle des diplomates et plus généralement des employés du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Eh bien, elle a été très suivie à Paris et surtout dans les ambassades ou les consulats. Jean-Marc Ilouz, Yves Ginca. Devant les portes du Sénat cet après-midi à Paris, ces manifestants-là n'étaient ni buralistes ni sidérurgistes, mais fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Un budget de fonctionnement encore plus maigre que l'année dernière a fait cette année descendre pour la première fois dans la rue les diplomates. Difficile de prendre la décision d'aller, vous, diplomates, manifester dans la rue. Ce n'est pas notre moyen d'expression le plus commun. En clair, la discrétion n'est plus la règle quand les annulations de crédit affectent les conditions de travail de tous, et en particulier celles du personnel consulaire, comme l'explique cet ambassadeur syndicaliste. Certains d'entre eux, par suite des baisses de rémunération de plus en plus fortes, se trouvent en difficulté tout simplement à l'étranger pour payer leur loyer ou pour payer les écoles qu'il faut payer à l'étranger, bref, pour être en situation morale et matérielle de faire leur travail. D'un bout à l'autre de la planète, 30%, parfois plus de 50% de grévistes, souvent présents d'ailleurs à leur poste comme ici à Pékin, où les diplomates grévistes ont quand même accompagné la visite du ministre de la Culture. Le réseau diplomatique français est le 2e du monde après celui des États-Unis, avec 269 ambassades et consulats, 371 établissements culturels, plus de 9000 agents diplomatiques et 6000 enseignants. Un diplomate débutant à Paris a un salaire mensuel de moins de 2000 €. Un grand ambassadeur avec 25 ans d'ancienneté, 15 000 €, dont près de 40% sous forme de prime d'éloignement. Dominique de Villepin défendra ce soir au Sénat le budget de son ministère. Social encore avec un sujet explosif, le service minimum dans les transports et plus généralement dans tous les services publics. Il y aura bien une loi dans 6 mois, c'est ce qu'a déclaré Jacques Barrot ce matin dans les 4 vérités sur notre antenne. Nathalie Moisan, Alain Locasio. Qu'ils soient conducteurs de train comme Anthony Mogard ou agents commerciaux comme Yvan Gay, chez les cheminots, s'il y a un sujet qui fâche, c'est bien celui du service minimum. Le service minimum, il existe déjà à la SNCF. D'ailleurs, c'est le fondement du service public, c'est d'assurer le service à tout moment, en toute saison, et quelle que soit la situation qui se présente. J'ai jamais vu au plus fort taux de grève un train qui ne circule pas. Je suis contre le fait qu'il y ait un service minimum. Moi, ça m'est arrivé de faire la grève forcée, entre guillemets, parce que j'avais pas de train pour me rendre à Trappes pour travailler. Et vous trouvez ça normal? Donc non. Et si les syndicats appelaient à faire grève contre la mise en place d'un service minimum, vous feriez grève? Sûrement. Côté partisan du service minimum, on trouve évidemment à une très large majorité les usagers. Le droit de grève, il existe. Le droit au travail existe aussi. Quand on voit des piquets de grève qui empêchent des gens qui veulent travailler d'aller au travail, parce qu'il existe le droit au travail. Beaucoup de gens l'oublient. Après la proposition de loi de Christian Blanc en octobre, c'est le président du groupe UMP à l'Assemblée qui relance aujourd'hui cette idée. Eh bien oui, le moment venu, il faudra trancher, et sans doute une loi. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette loi? On s'inspirera probablement de certains exemples qui ont réussi. Le ministre des Transports est lui beaucoup plus prudent. Il reçoit ces jours-ci les syndicats unanimes contre le projet pour discuter des expériences européennes. La loi ne viendra qu'après la concertation. Alors justement, Jacques Barrot l'a indiqué, le gouvernement pourrait s'inspirer des réformes adoptées par certains de nos voisins, l'Italie par exemple, et les transports locaux étaient précisément en grève aujourd'hui. Sur place, à Rome, Bertrand Coq, Dominique Merlin. Aujourd'hui, les transports étaient en grève dans la plupart des grandes villes d'Italie. À Rome, peu ou pas de bus, de tramway ou de métro. Mais rien à voir avec la pagaille que provoquent chez nous de semblables mouvements. C'est que la loi italienne garantit aux usagers
Un service minimum en cas de conflits sociaux, même si tous n'en sont pas convaincus. Quel service minimum, s'étonne cette jeune fille. Et quand passent les bus, ils sont toujours archibondés, renchérit ce jeune homme qui préfère aller à pied. En réalité, outre qu'elle impose aux syndicats de déposer un préavis 10 jours à l'avance, la loi votée en 90 n'autorise la grève qu'aux heures creuses. Par exemple, entre 8h30 du matin et 4h de l'après-midi. Des restrictions qui varient d'une ville à l'autre en fonction des spécificités locales. Les partenaires se mettent d'accord localement, explique le porte-parole du premier syndicat des transports, car les exigences municipales en matière d'horaire ne sont pas les mêmes partout. Un sens des responsabilités qui peut surprendre, vu de France où l'exercice du droit de grève ne souffre aucune restriction. Rien d'étonnant à ce que les syndicalistes français ne goûtent guère le modèle italien. Économie, deux informations qui confortent l'idée d'une éventuelle reprise, mais une réserve aussi. Les informations, la première, la bourse en gagnant près de 2% aujourd'hui, atteint son niveau le plus haut depuis août 2002, presque un an et demi. Et puis l'économie américaine qui a confirmé la semaine dernière qu'elle était sur un rythme de croissance de 8% par an. Alors, le redémarrage en France est-il pour demain? C'est là qu'intervient la réserve, l'euro. L'euro est au plus haut face au dollar depuis sa création. Les exportations européennes et françaises aussi sont donc pénalisées. David Boéry, Gilbert Uzan. Reconnaître l'écriture manuscrite, c'est leur spécialité. Cet éditeur français vend ses logiciels dans le monde entier, le plus souvent en dollars américains. Mais il paye ses fournisseurs et tous ses salaires en euros. Résultat, la hausse de la monnaie européenne est une très mauvaise nouvelle pour cette PME, 35 personnes. La seule chose que je craigne, c'est que le dollar continue à baisser ou que l'euro continue à augmenter, ce qui, pour une société française comme la nôtre, exportatrice à 60%, serait un peu dramatique, puisqu'on perdrait d'autant de chiffre d'affaires et donc de bénéfices. Depuis sa création en 99, l'euro n'a cessé de jouer au yo-yo face au dollar pour battre un nouveau record à plus d'1,20 $. Aujourd'hui, les investisseurs ont bien compris que les Américains étaient favorables à un dollar moins fort, ce qui leur permet de relancer quelque peu leurs exportations. Et donc ils se ruent sur ce mouvement spéculatif en achetant des euros qui sont mieux rémunérés que les dollars. Mais avec une monnaie trop forte, les produits européens deviennent trop chers. Depuis l'été 2002, l'euro a gagné 20%. Dans le même temps, les exportations européennes ont baissé de 2%. Si l'euro montait à 1,25 ou à 1,30, tout un tas de concurrents américains, voire mexicains, voire coréens, voire chinois, voire malaisiens, qui actuellement n'ont pas la possibilité de venir nous concurrencer, pourraient le faire. Selon les économistes, quand l'euro monte de 10%, l'économie française perd près d'1 point de croissance. Une nouvelle évasion dans les prisons françaises à Rennes. Cette fois, une figure du milieu nantais, Franck Cochelou, 32 ans, a escaladé le premier mur d'enceinte de la prison à l'aide de draps noués entre eux. Il a découpé le grillage fixé le long du mur avec une pince. Il a ensuite utilisé une échelle en aluminium déposée par des complices pour franchir le second mur de la maison d'arrêt et se retrouver dehors. Notez que Franck Cochelou était un détenu particulièrement surveillé parce qu'il avait déjà tenté de s'évader. Il devait encore passer 9 ans en prison à la suite de nombreuses condamnations, notamment pour vol aggravé. Pendant ce temps, à Caen, la cour d'appel a présenté ce que pourrait être le tribunal du futur. Voici la principale innovation. Pour gagner du temps et éviter les déplacements, il y aura des procès en visioconférence, c'est-à-dire à distance, et par écran de télévision interposé. Sur place, Agnès Gardet, Frédéric Bonnet. Un palais de justice ultra-moderne pour une expérience futuriste. L'endroit était bien choisi. Démonstration sous les yeux du garde des Sceaux. Une salle d'audience classique avec un procureur, un président et une greffière. La nouveauté est dans les équipements. Ordinateur, écran géant, son stéréo. Dans le box des accusés, personne, puisque le prévenu est entendu depuis la maison d'arrêt où il est incarcéré, à droite de l'écran. Même chose pour la victime, à gauche sur l'écran. Je ne peux pas vous dire si c'est une casquette ou si c'est autre chose, mais c'était rouge, ça c'est sûr. Grâce à la visioconférence, plus de confrontation entre les parties, plus de transfert de détenus sous escorte. Pour le garde des Sceaux, que des avantages. L'utilisation des nouvelles technologies peuvent nous permettre de gagner du temps, de gagner en qualité grâce à des informations mieux partagées et enfin
apporter de la souplesse dans la procédure judiciaire. La loi française prévoit déjà l'emploi de la vidéoconférence. Elle est notamment utilisée lors de procès avec Saint-Pierre et Miquelon. Elle peut l'être pendant une enquête, lorsqu'il faut prolonger une garde à vue par exemple. On peut enfin avoir recours à la visioconférence pour des jugements d'étrangers en situation irrégulière. Il s'agit de cas très spécifiques. Là, l'expérience va plus loin et pourrait concerner toutes les procédures pénales. Dans ce dispositif, les avocats seront loin de leurs clients, eux-mêmes loin des juges. C'est quelque chose qui, en l'état du droit, je l'ai indiqué tout à l'heure, n'est pas admissible. Et je crois que c'est un droit élémentaire pour tout justiciable que d'être demandé à être entendu et vu par son juge avant d'être jugé. Le garde des Sceaux l'a souligné lui-même, il ne s'agit que d'une expérience et du virtuel à la réalité, il y a parfois un fossé. La justice encore, c'est demain que s'ouvrira le procès d'une guerre des bandes qui avait mal tourné. C'était à Évry, il y a 3 ans. Le jeune Romuald, 14 ans, avait été abattu d'un coup de fusil alors qu'il n'avait rien à voir avec cette rivalité. L'affaire, en tout cas, avait mis en lumière ce phénomène de guerre des bandes qui prend parfois des proportions effrayantes. C'est ce que reconnaissent aujourd'hui les intéressés eux-mêmes. À la veille de l'audience, l'enquête de Vincent Nguyen et Chloé Lecomte. Le canal à Courcouronnes est un quartier plutôt agréable. Pas de grandes barres de béton, des espaces verts pour les enfants. Ce week-end, il jouait au foot, mais il en manquait un. En fait, Romuald manque depuis 3 ans, depuis qu'il a pris 2 décharges de chevrotine en pleine poitrine. C'était en novembre 2000. La mort, c'est toujours injuste, mais la sienne a secoué tout le monde ici, au point qu'on avait organisé une marche silencieuse. La mort venait d'en face, de la cité rivale des honnêtes épinettes. Après une rixe, 4 jeunes avaient décidé de mener une expédition punitive au canal. Depuis leur voiture, ils ont tiré presque au hasard sur des gamins. Romuald, de 14 ans, a été tué alors qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Venger Romuald? Oui, certains y ont pensé, et puis ça s'est calmé. Aujourd'hui, au canal, ils sont rares ceux qui veulent en parler. Passer à la télé, ça peut rapporter des embrouilles dans la cité. Abdoulaye gardera sa capuche. Franchement, il faut dire la vérité, s'il n'y avait pas la police ou s'il n'y avait pas... s'il n'y avait pas les parents ici pour essayer de nous calmer, franchement, là-bas, il y aurait eu un mort, là-bas, c'était obligé. Mais après, c'est vrai qu'à force de réfléchir, on se dit, putain, merde, un petit jeune comme ça qui n'a rien à voir dans l'histoire, il part pour des futilités comme ça nous fait chier, quoi. Franchement, ça nous a vraiment fait chier, ça nous fait réfléchir. On se dit, putain, mais c'est ça la vie, c'est pour ça qu'on est venu ici. Et voilà, donc tous ces genres de trucs-là font que, aujourd'hui, voilà, on commence à réfléchir, et puis quand on commence à voir la vie, maintenant, il faut qu'on essaie de s'en sortir, c'est ça, en fait, le truc. Pensez à sa mère, des fois? Tout le monde y pense ici. Même si on lui dit pas, même si on va pas la voir, on pense tous à sa mère. On est tous choqués de ce qui lui est arrivé. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, donc on est tout cœur avec sa mère de toute façon. Aux honnêtes épinettes, ce matin, il faisait froid et gris. L'hiver approche. Ça sent un peu l'ennui, mais ça sent moins le soufre. C'est calme. L'épicier en atteste. Ici aussi, la mort de Romuald a frappé les consciences. Le quartier s'est calmé, et plus comme avant. Et puis les jeunes, ils ont compris que ça sert à rien de continuer comme ça, tout simplement. La situation n'est pas toujours rose, mais les acteurs sociaux se prennent à rêver. Il y a au moins une génération qui semble avoir déposé les armes. Simba, par exemple, devenu professeur de hip-hop. Celui qui réfléchit pas par rapport à cette affaire-là, c'est qu'il n'a pas de cœur pour moi. Il n'a pas de... Et là, ça a fait réfléchir. Et là, franchement, ça a fait réfléchir beaucoup de gens. On ne peut pas vivre comme ça, quoi, tout le temps. Jusqu'aux générations et générations. Moi, j'ai des petits frères, j'ai un petit frère. J'aimerais pas qu'il lui arrive la même chose qu'il arrive à Romuald, quoi. Demain, les acteurs de ce drame seront au tribunal d'Évry. Le procès durera 8 jours. Et dans les 2 cités, on espère qu'il ne ravivera pas les haines du passé. Jean-Pierre Raffarin poursuit son voyage en Pologne, le plus grand des 10 pays qui rejoindront l'Union européenne l'an prochain, avec 38 millions d'habitants. N'ayez pas peur de l'Union, a lancé le Premier ministre. Nous ne voulons pas d'une Europe à plusieurs vitesses. Jean-Pierre Raffarin qui a aussi tenté d'aplanir les divergences sur l'Irak notamment. Elles sont réelles, puisque Varsovie, vous le savez, a soutenu Washington et envoyé des soldats sur place. L'amitié, c'est 95% de nos relations, a dit le chef du gouvernement français, et les problèmes, 5%. Fin de citation.
Jacques Chirac, lui, recevait aujourd'hui plusieurs dizaines de chercheurs français à l'Élysée. Une réunion de 2 heures à l'occasion de la 16e journée mondiale de lutte contre le sida. On a beaucoup parlé de l'Afrique, de l'Asie, mais l'évolution de la pandémie est également préoccupante en Europe et même en France, où le nombre de malades et de séropositifs ne diminue plus pour la première fois depuis des années. Il y a relâchement des pratiques de précaution et de protection. C'est chez les hétérosexuels que la tendance est la plus marquée. Nathalie Sapena, Stéphanie Lavoigneau. À l'époque, je ne pensais pas vraiment avoir pris... Non, je ne savais pas vraiment en fait, j'avais un doute. J'avais un doute concernant ce qui m'était arrivé. J'ai refait un test 8 jours après et en fait j'ai su que j'étais contaminé. Une aventure d'une nuit à l'insu de sa femme, cela a suffi pour faire basculer la vie de Rémi. Depuis 10 ans, il est séropositif, victime d'une maladie qu'il croyait réservée aux toxicomanes et aux homosexuels. Les effets secondaires qu'il y a avec les médicaments, oui, on vit, mais il ne faut pas oublier de les prendre, il faut les prendre tous les jours, matin et soir. Il y a pas mal de gens encore aujourd'hui, en 2003, qui prennent des risques. Enfin, qui prennent le risque de se dire que ça leur arrivera pas, quoi. C'est ce que vous vous disiez? À l'époque oui, je pensais que ça m'arriverait pas. Enfin, je voyais pas de raison que ça m'arrive. Aujourd'hui, le sida ne recule plus en France. 3000 personnes contaminées depuis 6 mois. Et parmi les nouveaux cas, 64% surviennent lors de rapports hétérosexuels. Les femmes représentent plus de 40% des nouvelles contaminations. Moi, je dis assez. Je dis non aux mecs qui refusent le préservatif. Rappelez que la seule arme contre le sida reste pour l'instant le préservatif. C'est l'objectif de la nouvelle campagne télévisée diffusée actuellement. Le préservatif, l'assurance d'être moi-même. La vigilance faiblit aussi de façon inquiétante chez les homosexuels. Ils représentent 1/3 des nouvelles contaminations car ils ont tendance à bouder le préservatif, un relâchement très net chez les plus jeunes. On ne peut pas toujours prévoir ses pulsions ou ses envies, donc le préservatif passe après ses émotions. Le sida fait moins peur alors qu'il continue à tuer. 600 personnes en meurent chaque année en France. Et il y a quelques instants, une écharpe rouge d'1 kilomètre de long a été déployée dans les jardins du Trocadéro à Paris. Les plus grandes villes de France se la passent, cette écharpe, depuis des années. Et à chaque fois, elle est rallongée de quelques mètres. L'initiative est partie d'une association angevine, 6 dangers, pour attirer l'attention sur la prévention. Un immense ruban rouge, donc. Le débat sur l'école, on l'évoque très régulièrement dans ce journal, avec une contribution assez étonnante et assez significative de l'ère du temps, celle d'un rebelle qui s'est longtemps présenté comme un anarchiste, l'écrivain François Cavana. Aujourd'hui, les années passant, il publie un grand livre nostalgique de l'école d'un autre temps, celle des leçons de morale et des planches pédagogiques qui ornaient les murs de la classe. Alors quand le fondateur de Harakiri redécouvre la communale, reportage Daniel Wolfrom, Jean-Marie Lequertier. Pensez, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est aujourd'hui, il le sera demain. Jules Simon. Le geste était le même, génération après génération, la baguette sur la carte et l'interro au tableau. Un bon ou un mauvais moment, c'était selon. Aujourd'hui, pour Cavana, le bon côté de son enfance passe par ses planches. Morale édifiante, géographie nationale, leçons de choses ou grands épisodes de l'histoire de France. Est-ce de la nostalgie pour une époque révolue? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le besoin de me replonger dans ces méthodes qu'on avait à l'époque, dans cette espèce d'éducation par l'image qui nous montrait les choses avant d'en parler. Je me rappelle la première fois où j'ai vu une planche de ce genre, c'était une abeille. C'était encore à l'école maternelle. Et je restais longtemps sur une image, il y en avait qui me ravissaient, je découvrais des tas de détails à chaque fois. Nogent-sur-Marne et son école communale Art déco tout juste construite dans les années 30 quand elle accueillait le petit François Cavana. D'abord j'étais toujours en retard, alors je courais, je voyais pas ce qu'il y avait autour. Voilà. En même temps, j'ai le temps enfin de voir ça bien à mon aise. Eh ben elle est belle mon école. De l'école, il reste l'architecture et ses quelques vestiges. Dans la classe, les planches pédagogiques et autres tableaux didactiques ont disparu et ne sont plus que des souvenirs. Un agneau
une niche, un garçon. Et au fil des images, les gestes de la récré d'hier reviennent eux aussi à la mémoire. Ça, c'est la terre, et là-bas, c'est le ciel. Mais ils sont méchants, ils ont fait des grands carrés, là. Oh, oh. Il est resté sportif, Cavana. La ville de Nice se sent de plus en plus isolée de Paris en tout cas, après les disparitions successives des compagnies aériennes AOM, Air Liberté, Air Lib et la mise en liquidation d'Aéris. Le nombre de vols Paris-Nice aurait chuté de près de 40%. Les chefs d'entreprise sont inquiets. Ils ne sont pas les seuls. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Jean-Marc, c'est bon. On est pris pour l'oral mercredi à Paris. Donc, est-ce que je peux prendre le billet? Désormais, dans cette entreprise azuréenne, il faut l'aval du patron pour acheter son billet d'avion pour Paris. Nous sommes fortement pénalisés au niveau de l'offre pour nous rendre le matin et être présent à une réunion qui démarre à 9h30, 10h sur Paris. Nous sommes obligés de partir la veille. Et puis d'autre part, au niveau des coûts. Pour faire un aller-retour à Paris en s'y prenant la veille, un Niçois payera au minimum 316 €, un Marseillais 166 €. À Nice, avec la disparition d'Aéris, il n'y a plus que 33 vols quotidiens vers la capitale contre 42 en 99. C'est très léger, nous sommes un petit peu astreints à prendre ce qu'il y a et nous aimerions avoir un plus grand choix. Cette attente, depuis ce matin, les passagers niçois sont invités à la formaliser en signant une pétition. Plus de créneaux horaires, pour les entrepreneurs, c'est indispensable pour rester compétitifs. Moi, je trouve qu'il est anormal que la 5e ville de France soit traitée de cette manière-là. Nous ne demandons pas ni plus, ni moins, mais d'être traités comme tout le monde. Des vols en plus grand nombre et moins chers pour que la Côte d'Azur redevienne une destination accessible. Aujourd'hui, un Nice-Paris plein pot coûte aussi cher qu'un Nice-New York à prix dégriffé. Une histoire maintenant tout droit sortie d'un film et qui va sûrement susciter des vocations de chercheurs de trésors. 30 000 pièces d'or ont été trouvées au fond des mers, au large des États-Unis, dans un navire américain coulé au 19e siècle, montant estimé plus de 120 millions de dollars. Nicolas Châteauneuf. À 75 mètres de fond, un trésor fabuleux dormait depuis près de 140 ans. En tout, près de 30 000 pièces d'or. Voici l'incroyable butin qu'une équipe d'experts américains a découvert au large des côtes américaines de Géorgie. Tout a commencé lorsque ceux-ci décident d'explorer, à l'aide d'un robot, l'épave du République, un navire sous drapeau américain qui coula en 1865. À son bord, 59 passagers, tous rescapés, et surtout de l'argent pour la reconstruction des États du Sud ravagés par la guerre de sécession. Après des mois de recherche, c'est la surprise. Le robot trouve des pièces d'or. Il y en aurait en tout pour 120 millions de dollars. Un butin que nos chanceux pirates n'auront même pas à partager avec l'État. L'épave se trouve en effet dans les eaux internationales. À l'approche de Noël, le marché de la truffe, eh bien la truffe est toujours plus chère, jusqu'à 1 000 € le kilo aujourd'hui en Dordogne et dans le Vaucluse. Explication, la sécheresse qui a fait fondre les récoltes. Francis Mazoyer, Laurent Hainaut. Même à Richerange, capitale de la truffe, le diamant noir se fait rare. Voilà. La pépite n'est pas d'une grande qualité. La faute à la sécheresse exceptionnelle de l'été dernier. Ça me va. La truffe naît au mois d'avril-mai et elle grossit après juin, juillet, août, septembre. Voilà, elle se forme à ce moment-là. Donc la sécheresse, la forte chaleur a fait que la truffe ne s'est pas développée. Le marché du village. Ici, il n'y a pas d'étal, les ventes ont lieu dans la rue. Un maître mot, la discrétion, car les prix ont flambé. L'an dernier, c'était 400 € le kilo. Ce producteur en demande 700. C'est pas plus de 700. 700 non, non, non. Hein? Combien vous dites alors vous? 550. Affaire conclue à 550 €. Le courtier a fait baisser les prix, car la truffe n'est pas tout à fait mûre. Ouais, là, vous voyez, c'est déjà gris, un peu blanc, quoi. Voilà. Alors qu'après, en plein hiver, elle est bien noire à l'intérieur, quoi. Le culte du secret poussé à l'extrême autour du diamant noir. Les prix sont notés sur des bouts de papier. Les billets sont glissés à l'abri des regards. Vous craignez quoi, monsieur? On craint simplement qu'on nous prenne les truffes, voilà, ce genre d'agression.
Il y a peut-être aussi la peur du fisc. À Noël, le kilo de truffes pourrait encore grimper jusqu'à 1 000 € le kilo. Sport, football, 15e journée de Ligue 1. Le PSG a battu l'OM au Stade Vélodrome 1-0. C'était hier soir. But marqué à la dernière minute du temps réglementaire par Fiorez. Paris qui est désormais 4e au classement avec le même nombre de points que Marseille et que Sochaux qui a battu Auxerre 3-2 également hier soir. Monaco a creusé l'écart à 6 points d'avance sur Lyon. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est une chute de saut à ski impressionnante mais sans gravité. Coupe du monde en Finlande, l'Autrichien Thomas Morgenstern, 17 ans, a été pris dans une rafale de vent, ça arrive. Il est resté sans connaissance quelques secondes, mais selon les premiers examens, il n'a aucune fracture. Théâtre, pour terminer, cela pourrait s'appeler Grandeur et désillusion du féminisme avec le retour des 3 Jeanne, 3 actrices comiques qui avaient connu un énorme succès, vous vous en souvenez peut-être, il y a 20 ans. Et elles remontent sur scène, donc à Paris. Sophie Jouve, Bernard Puissesseau. C'est nous qui leur salissons leurs chaussettes. Souvenez-vous, c'était en 76. Les femmes se libéraient et les 3 Jeannes faisaient l'état des lieux d'une société machiste en faisant hurler de rire des salles entières. 20 ans après, les revoilà avec une Jeanne d'origine et 2 nouvelles recrues, un trio toujours aussi corrosif. Eh ben c'est quoi donc? Eh ben figurez-vous que ça y est, qu'elles y sont arrivées. Ben qui ça? Ben les bonnes femmes. Oh ben quoi qu'elles sont arrivées? Ben ça y est, elles sont aussi égales. Oh nom de Dieu. Que les hommes? Ben évidemment. Alors patron, remettez-moi ça, mettez-vous la petite sœur, c'est ma tournée. Alors je travaille 8 heures par jour, et en plus je fais les courses, la bouffe, la vaisselle, le ménage, le repassage, je m'occupe des gosses. Mais toi là, toi, mais tu pourrais au moins débarrasser la table, non? Voilà ce que j'ai dit. Bah regarde-le, il rigole. Oh, bah chapeau. Est-ce que c'est comme ça à la maison? Non, moi j'en ai un bon, je le garde. Et vous, vous êtes retrouvés un petit peu? Parfois, oui. De toute façon, toutes les bonnes femmes, c'est les salopes. À en croire ce spectacle 100% fidèle à l'original, les hommes ont progressé, la condition féminine a évolué, mais il y a encore du boulot. Le cajot là-bas, ouais. Qu'est-ce que c'est dit? Qu'est-ce que c'est là? Quoi? De quoi? De quoi? Ah, d'accord. Eh ben, fallait pas le mettre, le doigt dans le féminisme, les nanas, vous avez prévenu? Ah, d'accord. Maintenant, c'est l'engrenage. Est-ce que vous trouvez que les hommes ont beaucoup changé? Pas trop. Moi j'en ai eu 3. Le 3e, non, c'est pas encore ça. Ben, le CNRS, il nous dit qu'il n'y a que 3% des hommes en 20 ans qui ont changé de comportement, hein, c'est pas nous. Encore des slips et des chaussettes. Un spectacle ou plutôt un feu d'artifice qui s'adresse à toutes les Jeannes qui revendiquent et à leurs Jeannots. Toi, tes ambitions et tes sueurs de mal. Bah, je vous jure, rien n'a changé. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, attention donc à cette alerte sur le sud-est. 20h55, Bruno Kremer, revoici Maigret, un nouvel épisode. 22h35, mots croisés, Arlette Chabot, dernier journal minuit et demi, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin et dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Marc Blondel. On se quitte sur ces images d'un banquet pour singes en Thaïlande, près de Bangkok, 1 millier de marsupiaux dans la ville. Et les habitants les remercient chaque année pour faire venir les touristes. D'où ce festin, 2 tonnes de fruits, de légumes et de bonbons. Bon appétit messieurs, à demain.